Médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris, Manon Apiti-Brunet est une escrimeuse avec un sacré palmarès. Pour rappel, 3 armes existent en escrime, le sabre, l'épée et le fleuret. Pour les escrimeurs qui ont fait le choix du sabre, il est possible de toucher partout tant que c'est au-dessus de la ceinture. Et c'est donc avec cette arme que Manon Apiti-Brunet nous a tant fait rêver cet été. Elle revient pour Tricolore sur les coulisses de cette folle victoire. Bonjour Manon Apiti-Brunet. Salut. Merci d'avoir accepté notre interview. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment tu es arrivée à l'escrime, comment tu es arrivée à devenir championne olympique de sabre au JO de Paris 2024 ? Au début, c'était simplement une copine qui m'a proposé. Je venais d'une famille quand même très sportive, donc le sport, c'était une évidence. Mais lequel, c'était un peu... j'étais en train de chercher, et quand j'ai découvert l'escrime et que j'ai commencé à mettre la tenue, j'ai eu un petit coup de foudre. J'aimais bien être protégée par le masque, être cachée, parce que j'étais assez timide à l'époque. Et puis avoir un sabre, tu te sens un peu comme un super-héros. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a un peu marquée dans tous les parcours, dans toutes les compétitions que tu as faites ? Après, je sais qu'au niveau du matériel, vous avez tout en double et tout ça, mais c'était pas un petit problème technique qui t'est arrivé un jour, je sais pas, une cuirasse, un truc qui te revient non, là ? Si, je suis souvent arrivée en compétition, et à l'époque, là, ça n'existe plus, ou en tout cas, on le fait quasiment plus. À l'époque, on faisait du sans fil. On avait ça sur beaucoup de compétitions, Coupe du Monde ou Grand Prix. Et il m'est souvent arrivé de ne pas avoir de t-shirt sans fil. Et surtout, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais cadette, je suis arrivée sur un Grand Prix à Moscou. Et pour te dire, donc en fait, quand tu as le t-shirt sans fil, donc tu as le masque qui est branché, tu as une ceinture, enfin, tu as plein de nouveaux trucs que tu connais pas forcément. Et entre 2 matchs, je n'osais pas aller faire pipi parce que je me disais, il faut que je me débranche, je ne sais pas comment on fait. Et c'est d'ailleurs une coéquipière, Charlotte Lembach, qui m'avait en fait un peu tout rattaché, qui m'a dit, bon, attends, je te détache, je te remets tout après, tu peux aller faire pipi avant ton match. Voilà, petite anecdote. Et globalement, maintenant, ça se passe bien, tu as tout ton matériel Ouais, maintenant, j'ai carrément un sponsor qui me fournit un peu tout. Il m'arrive quand même des fois d'arriver en compétition, de ne pas avoir de fil. Mais je suis quand même souvent celle qui prête des fils aux autres. Ouais. Donc tout va bien. Et justement, tu parles des sponsors, on en a pas mal parlé au moment des JO 2024. Les sportifs de haut niveau cumulent souvent 2 activités, donc le sport et une autre activité professionnelle. Beaucoup sont dans l'armée. Oriane Malo-Breton, elle est kiné. Ouais. Toi, tu es dans la gendarmerie. Comment est-ce que tu arrives à articuler les deux ? En réalité, donc, je suis gendarme et je suis dans l'armée de champions, mais je ne travaille pas pour la gendarmerie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le ministère qui a créé une armée de champions, ils appellent ça. Et c'est pour nous aider à être libres et à pouvoir vivre de notre sport. Donc, je suis amenée à rencontrer des sportifs, à être invitée 1 fois, 2, 3 fois dans l'année par l'armée pour aussi découvrir ce monde-là. Et quand je vais en compétition, représenter les valeurs de l'armée, qui sont d'ailleurs assez... qui ressemblent beaucoup à celles du sportif. Mais voilà, si demain je veux vraiment être gendarme, il faut quand même que je passe les diplômes. Hein, je ne dois pas juste claquer des doigts. Le plus dur pour moi, ça a été quand même, le plus dur, c'est quand même de faire des études à côté. Parce que quand tu es jeune, c'est les études qui sont le plus importantes. Mais au fur et à mesure où tu veux vraiment devenir plus ou moins professionnel ou arriver à haut niveau, les études, tu les places en second, voire voilà, tu les mets bien en arrière. Donc, j'ai toujours pas fini mes études, mais j'avance doucement. Parce que t'en es où ? Je suis en école de commerce, je suis à l'EDEC et je passe en même temps cette année. J'ai rajouté un truc alors que j'ai même pas fini l'école de commerce. Je passe mon diplôme d'entraîneur pour un au cas où plus tard. De maître d'armes ou... Maître d'armes, c'est-à-dire que même si demain je veux faire une initiation en entreprise ou à des enfants, je suis censée, avec la loi, m'interdit de le faire sans un maître d'armes à côté. Alors que si j'ai ce diplôme-là, je peux le faire toute seule. Donc j'ai la compétence, ça c'est bon. Mais voilà, pour la loi, il faut quand même que j'ai ce diplôme. Ok, et au niveau des sponsors, ça se passe comment ? Parce que tu es obligé de... Enfin, tu représentes ton sponsor, mais tu as des obligations, j'imagine. C'est ça, chaque sponsor est un peu différent. Il y a le côté mécène, il y a le côté sponsor. Le mécène, en général, il ne te demande pas grand-chose. Des petites présences de temps en temps. Le sponsor, lui, va te demander de faire de la publicité et de la présence. Ça dépend, il va te dire parfois... viens tant de fois dans l'entreprise ou viens on fait une initiation escrime, on a besoin de ça, j'ai besoin que tu partages un certain nombre de postes. C'est un peu différent. Chaque sponsor est assez différent, mais souvent c'est à peu près 3 à 5 représentations dans l'année où tu dois aller voir l'entreprise. Et là, tu l'as dit un peu qu'il y avait un lien entre la gendarmerie et ton aventure sportive, parce que tu représentes la France. Comment tu le vis ? C'est une responsabilité ou... Écoute, la première fois que j'ai eu mon Jogging France, que j'ai été sélectionnée en équipe de France quand j'étais cadette, donc avec un peu de fierté, je l'ai ramené quand même chez mes parents.
Et ils m'ont carrément demandé de faire des essayages. Ma mère a porté la veste en disant: «Waouh, c'est quand même impressionnant» et mon père m'a dit: «Bah, Manon, maintenant, que tu seras à l'étranger, tu vas représenter la France, donc il faut que tu te tiennes à carreau et c'est important» et c'est un peu ce moment-là où je me suis dit: «Ah, je suis pas juste Manon qui va faire une compétition d'escrime, je représente la France», donc j'ai un peu pris ça à cœur. Donc quand l'armée m'a contactée, je me suis dit: «Bah, je suis prête à, bah, montrer et à représenter l'armée» parce que l'armée, c'est aussi c'est les valeurs de la France. Parce que enfin, en tant que sportif, vous êtes briefé en parallèle. Enfin, vous devez pas prendre, je sais pas, telle position ou pas du tout. Vous êtes totalement libre de vos opinions. On est libre de nos opinions, mais le fait que je représente l'armée, je peux pas dire ouvertement, je peux pas donner mon opinion politique. Mais voilà, non, je reste un être humain, donc tout le monde a ses opinions. Et pour revenir au niveau de la compétition, j'aimerais bien parler un petit peu du mental, parce qu'on a pas mal parlé au niveau des JO. Je sais que quand on arrive en quart, en demi, en finale, il y a une exigence physique, technique qui est là, mais la proportion du mental, je sais pas si elle prend de plus en plus de place, mais comment ça se prépare? Parce que tu te dis, je suis arrivée là, est-ce que j'ai pas tout fait ça pour rien? Enfin, c'est quoi la proportion pour toi? Je trouve que le plus dur, c'est pas forcément les matchs au fur et à mesure de la compétition. C'est pas forcément au fur et à mesure de la compétition où tu as le stress qui monte. Enfin, peut-être pour certaines personnes. Moi, je trouve que c'est plus en amont. Tu te prépares pour une compétition et quand tu arrives, bah, toi, tu le sais, tu as été escrimeuse, mais un match d'escrime, ça va très, très vite. Moi, je suis déjà arrivée à une coupe du monde, un championnat du monde. Ça faisait 3 semaines que j'étais en Chine, je m'étais préparée, j'étais numéro 2 ou 3 mondial à cette époque-là. Donc, bah, j'allais clairement chercher une médaille ou le titre. Je me suis levée le matin, à 9h30, à 9h, je suis arrivée sur la piste, à 9h10, c'était fini et il n'y avait plus rien et j'avais perdu. Donc, si tu veux, c'est plus arriver à te préparer pour le premier match déjà ou pour tous les matchs de la compétition, mais arriver à accepter ton stress pour le jour J parce que tu t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup préparé, tu sais que tu as des capacités et que tu as peur en fait. Et c'est plus ça le côté qui est difficile. On parle de plus en plus de préparation mentale. Moi, je sais que justement, après ces championnats du monde en 2018, où ça faisait 2 ans que franchement j'étais une des meilleures mondiales et je faisais beaucoup de résultats, mais dès que j'arrivais sur les grands championnats, bah, le stress, plus rien, plus personne. Alors que 2 jours plus tard, je pouvais être excellente par équipe, je me disais, bon, bah, c'est pas la technique, c'est pas le physique, donc qu'est-ce qui se passe? J'avais tout simplement demandé à un coéquipier de l'équipe de France, un épéiste qui venait d'être champion du monde, je lui ai dit, bon, c'est quoi ton secret? Et il m'avait dit tout simplement, tous les jours, comme tu me l'as dit, tu travailles ta technique, tous les jours tu travailles ton physique. En fait, le jour J, c'est juste le mental qui va faire différence. D'ailleurs, j'avais lu un peu avant les Jeux que par exemple sur les 20 meilleurs tennisman au monde, en fait, il n'y avait pas de différence entre leur talent, leur technique ou leur physique, et tout jouait au mental. Ceux qui arrivaient le mieux, c'est ceux qui arrivaient qui arrivaient à rester positifs le plus longtemps. Et en fait, tout ça, bah, tu l'apprends avec un préparateur mental. Moi, mon préparateur mental, la première chose qu'il m'a dit, je lui ai dit, je suis stressée, j'arrive pas à gérer ce stress. Il m'a dit, mais tu sais que tu as besoin de ce stress, c'est ce stress qui va t'aider à te transcender. Et en fait, ben, c'est une chance d'avoir ce stress. Ça veut dire que tu as bien travaillé et tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'important au bout. Donc, en fait, on va juste apprendre à le gérer. Tu vois que la petite boule au ventre, elle est importante. Bon, il ne faut pas que ça t'empêche de bouger non plus. Mais voilà, il faut que tu te rendes compte que ben, en fait, le stress est ton allié. Et déjà, quand tu te dis ça, tu dis ah, ok, ok, bah, je suis stressée, c'est que je me rends compte de ce qui se passe. Et donc pour toi, le stress, ça dépend du caractère de la personnalité ou est-ce que ça change aussi selon tu vois, les nationalités, par exemple les Asiatiques qui sont hyper briefés, tu vois, parce que par exemple les Français ont fait beaucoup de médailles d'argent par rapport au nombre de médailles. Alors évidemment c'est hyper ingrat parce que c'est déjà énorme d'arriver déjà à des JO, mais est-ce que c'est vrai qu'on entend souvent des critiques pour les Français particulièrement, est-ce qu'il y a une faiblesse par rapport à la préparation mentale chez les Français ou franchement Tu vois, je suis pas sûre parce que, par exemple, je pense à Oriane Malo, elle a été vice-championne olympique et elle perd d'une touche. Elle perd à la mort subite, tout le monde dit, bon, bah, elle a pas eu le mental. Mais en fait, quand tu reprends sa compétition et quand tu reprends même ses 3 dernières années, si on regarde le nombre de matchs qu'elle a gagné à la mort subite, on se dit, bah, le mental, il est bien là. En fait, c'est-à-dire que dès le premier match, elle a été menée de je ne sais combien. Si elle n'a pas le mental, en fait, elle perd à ce moment-là. oui, comment elle remonte, c'est Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un en face qui s'entraîne aussi et que c'est difficile. Pourquoi la France fait deuxième plus souvent que première? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dirais bien, au basket, les Américains étaient tout simplement plus forts que les Français, mais est-ce que c'est ça dans toutes les règles? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le côté où nous, quand on est en finale, on est content? Il y a le côté aussi, moi j'ai vu beaucoup d'athlètes qui arrivaient en finale et en fait ils espéraient tellement pas être champion olympique et se dire bon bah en fait c'est sûr que j'ai une médaille, et ben en fait la personne se relâche. Il y a aussi ce côté-là qui peut être un peu dangereux. Donc est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais je suis pas sûre que ce soit le côté mental pour arriver en finale.
pour arriver à se qualifier au jeu, pour arriver à gagner des tours et arriver en finale, je peux te dire que le mental, il est bien là. C'est pas juste un coup de chance. Et tu trouves qu'il y a une différence entre un assaut, je sais pas, de poules, bon, à certains niveaux, il n'y a plus de poules, mais au début du tableau et en finale? Parce que par exemple, souvent, bon, dans le public, encore une fois, le public est hyper ingrat, ils vont se dire, oh, en finale des JO, et ça part bras court, ou oh, et on se prend un coup droit, enfin, on se dit, mais comment c'est possible, un truc aussi bête? Mais en fait, parce que dit la pression elle doit tellement être là, enfin, je sais pas, il y a une différence, tu vois? Je pense que les plus grosses erreurs, on les voit surtout sur les premiers tours, parce que tu sais pas trop comment t'es le matin de la compète. T'as beau t'échauffer avant, j'ai déjà fait des compétitions, avant à l'échauffement, t'es super bon, ou des fois t'es super mauvais. Donc en fait, quand t'arrives sur les pistes, c'est l'effet inverse. Le stress, il va complètement te bouffer. Au contraire, en fait, tout va, tu vas être excité par le truc et ça va aller. Sincèrement, je pense que quand tu arrives en finale, il y a peut-être le stress de la victoire, mais il y a aussi le fait que tu es face à quelqu'un qui est fort et du coup qui te fait beaucoup de pièges et donc tu fais d'autres erreurs. Des fois, quand c'est l'autre qui fait les erreurs, on ne dit pas: «Oh, le Français, il a fait une erreur de dingue». On se dit juste: «Bah ouais, le Français, il a marqué le point». Et en fait, je pense que c'est un peu le mauvais côté de la France, c'est qu'on regarde ce qui est négatif, alors que ben, au lieu de se dire: «On a un Français qui est en finale et c'est un truc de ouf», tu vois. Donc il a gagné. En fait, c'est ça qu'on oublie. Tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Oh, j'ai vu ta finale». Mais déjà, bon, bah, déjà, je suis allée au jeu, donc c'est pour te dire qu'il y a eu toute une phase de qualification. Mais avant d'arriver en finale, j'ai eu beaucoup de matchs et je peux te dire qu'ils n'étaient pas simples. Donc il a fallu déjà arriver jusqu'à cette finale. Donc non, enfin, oui, Yannick Borel est peut-être passé à côté de sa finale, par exemple. Mais est-ce que l'autre n'était pas au-dessus à ce moment-là? C'est la question. Tu sais, il y a des fois, on arrive en finale, on est au top et l'autre, il est meilleur. Ou des fois, bah, je sais pas, il y a des trucs qui se passent. Et en fait, on n'a pas forcément la réponse à tout, je pense. Moi, je crois que c'était, je sais plus si c'était Sarah Balzer ou quoi, qui disait la beauté aussi de ce genre de compétition, c'est qu'on pourrait la refaire 10 fois, il n'y aurait jamais exactement le même classement parce qu'il faut être là, bon, Exactement. le jour J. Je trouve ça intéressant. Oui, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, chaque compétition, c'est pas souvent les mêmes qui gagnent. Il y a aussi le côté, bah, c'est bien de gagner toute l'année, mais il faut gagner le jour où c'est important. Comme je te disais, moi, il y a plusieurs années où je gagnais beaucoup de compétitions sur la saison. Et en fait, quand j'arrivais, où je disais, bah, c'est cette compétition que je veux gagner, bah, je la gagnais pas du tout. Donc voilà, j'ai travaillé différemment. Et au final, j'ai pas gagné beaucoup de compétitions cette année. J'ai gagné celle qu'il fallait, tu vois. Donc il y a plein de choses différentes. Et aussi, justement, à force de vous rencontrer, en fait, vous connaissez, vous savez comment vous tirez. Donc, c'est quoi un peu l'ambiance parce que Sarah, enfin, je pense que tu connais par cœur son style. C'est quoi un peu l'ambiance, surtout avant la finale, parce que tout le monde a dû poser la question. Qu'est-ce que vous vous dites avant Qu'est-ce qu'on se dit avant? Bah, déjà, on a eu une petite routine quand même qui s'est quand même bien passée sur toute la compétition. C'est-à-dire qu'on faisait ça avec Cécilia aussi. On se dit bonne chance avant le match. Quand l'autre a gagné, on se fait un câlin pour se féliciter. Et quand l'autre a perdu, on se fait un câlin pour lui dire bon, bah, j'espère que ça va. Et avant la finale, donc après que j'ai gagné ma demi-finale, on s'est retrouvés, on s'est fait un câlin, on s'est félicité. Et après, on s'est organisé pour l'échauffement parce qu'on avait un peu, vu qu'on tirait en même temps sur toute la compétition, mis à part la demi-finale, mais du coup, c'était encore plus simple parce qu'on était en décalé. C'est-à-dire qu'on s'échauffait. Moi, je prenais la leçon avec mon entraîneur. Sarah commençait à s'échauffer avec Sarah Camille, qui était notre remplaçante. Après, je m'échauffais avec Sarah Camille. Et après, on se retrouvait dans la deuxième chambre d'appel, la première chambre d'appel, deuxième salle d'échauffement. Et là, on s'échauffait un petit peu ensemble avant d'arriver dans la chambre d'appel. Et du coup, là, bah, on va pas s'échauffer ensemble. Donc là, moi, j'ai demandé à ce que mon entraîneur me donne encore la leçon. Donc il a demandé si ça dérangeait pas Sarah. Sarah a dit OK. Et après, on s'est organisés toutes les deux pour savoir qui commençait à s'échauffer avec Sarah Caminuccia pour qu'en fait, toutes les deux, on soit bien. Donc en fait, on s'est juste organisé pour que l'une comme l'autre soit le mieux. Mais c'est sûr que dans la chambre d'appel, autant avant les autres matchs, on se faisait un câlin, on se disait bonne chance. Là, on se regarde pas. Là, c'est bon, bah, t'es l'ennemi maintenant. Oui, bah, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même le côté respect et bon, bah, que le meilleur gagne, entre guillemets, quoi. Mais voilà. Oui, c'est très fair-play. Oui, bah après, enfin, je veux dire, ça reste un sport de combat et la première règle qu'on apprend quand on est jeune, c'est quand même le respect de ton adversaire et le respect de l'arbitre. C'est ça, si un jour je m'amuse à taper fort mon adversaire, je vais prendre un carton, tu vois, parce que c'est interdit. Donc, la base, c'est quand même de respecter mon adversaire et si en plus c'est une coéquipière, bah, c'est encore plus logique. L'arbitre, parlons-en. L'escrime, c'est un sport de combat où l'arbitre a une place très importante et les erreurs d'arbitrage sont parfois décisives. Et je pense que, bah, par exemple, je reparle des JO 2024 parce que j'y étais et parce que c'est un événement assez récent. Beaucoup de gens dans la salle sont souvent escrimeurs, donc on connaît les règles. Et je pense par exemple à la finale homme fleuré, où le Hongkongais gagne de 1 point contre l'Italien. Toute la salle siffle parce qu'on n'est pas d'accord avec l'arbitre. Clairement, il a été
encore plus ovationné. Enfin bon, après c'est comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, une erreur d'arbitrage qui t'a rendue folle? Bah, j'ai perdu une médaille olympique sur une erreur d'arbitrage à Rio. Donc ouais, ça m'a bien rendu folle. Ça a bien rangé après pendant bien longtemps. En demi-finale des Jeux, ouais, je mène 14-13. Bah, un peu comme en quart de finale bah, là, à Paris. Je mène 14-13, je mets le point. Tout le camp français crie. L'arbitre est pas sûr, donc il va voir la vidéo. Je me retourne, je revois le grand écran. Mon entraîneur me valide la touche. Donc je me dis, bon, bah, c'est bon. Et en fait, on refuse, on dit qu'il n'y a pas de touche. Bah, après, j'ai beau franchement bien tirer. Ma lampe s'allumera plus, donc il y aura 2 points pour l'autre et ce sera terminé. Et je finirai après au final 4e. Mais voilà, donc j'aurais dû être en finale olympique à Rio et on m'a un peu volé ma finale. Et en fait, ça a quasiment failli se repasser là en quart de finale Ouais, des Jeux. l'écart. Ouais. 3 fois t'y crois et en fait, c'est... Ouais, non, franchement, une vraie fois. Je vraie remets fois, ouais. 14-13, Ok. je mets le point. Franchement, je suis sûre de moi. Ouais, bah oui, oui, oui. Donc je crie, je me dis ça y est, c'est bon. Je vois l'arbitre est pas sûr et je peux entendre qu'il va voir la vidéo parce que franchement la touche c'est franchement une belle touche et c'est quand même assez technique. Mais pour moi elle est vraiment très nette. Je vois en plus le ralenti, donc je revois le ralenti, je me dis ouais c'était bon, c'est sûr. Je vois mon mari qui saute de partout, mon entraîneur il dit c'est bon. Et l'arbitre il nous réunit et il nous dit bon bah je suis désolée mais en gros je sais pas. Je suis pas sûre de moi, donc je préfère ne rien donner. Et je le regarde, je lui dis, mais comment ça? Et en plus, il me dit, en m'expliquant la touche, je vois que tu as pris le fer, donc tu as repris la priorité. Je vois que, je lui dis, mais tu fais une retraite, donc voilà, potentiellement non, mais je vois qu'elle s'arrête. Et donc je reprends la priorité, donc tu es en train de me dire que j'ai pris 2 fois la priorité, mais que j'ai pas le point. Et donc je me dis, mais il se fout de moi, c'est pas possible. En plus, la fille en face de moi, c'est quand même à la base un peu ma bête noire, tu vois. Donc je me dis, bon, déjà, c'est chaud. Il y a 14-13 en quart des Jeux, là, tu ne m'aides pas du tout. Et là, je me dis, bah, wow, c'est compliqué. C'est un peu franchement, sur le moment, je ne repense pas à Rio et heureusement, parce que sinon, j'aurais perdu. Donc, j'ai bien travaillé là-dessus. Ouais, faut se recentrer immédiatement. Il faut quoi. se recentrer. J'ai la chance d'avoir le public qui fait du bruit. L'arbitre aussi comprend que je dois me concentrer. Donc, tu vois, je feinte de remettre mes chaussettes, de prendre le temps. Et même, je m'étais un peu accroupie par terre en lui disant, mais waouh, il m'avait clairement dit, maintenant, si tu ne te relèves pas, je t'en mets un carton et ça fera un carton rouge, donc ça fera un pour l'autre. Donc, je me suis relevée en tentant des mains. Bon, très bien. Je retourne sur la piste. Et la touche d'après est pour le coup un peu litigieuse pour mon adversaire. Bon, là, vraiment litigieuse, donc franchement, ça aurait été vraiment pas sympa qu'il lui donne. Ça aurait été vraiment un vol si à ce moment-là, il lui donne la touche et que ça fasse 14 partout. Mais du coup, il redépartage pas. Et là, derrière, je marque le point. Là, c'est clair, il donne le point direct et je me dis, oh, c'est bon. C'est passé. C'est sûr. Un autre sujet qui touche un peu les sportifs, la blessure. C'est assez Ouais. dramatique. Je sais que tu as été blessée à l'épaule pendant assez longtemps. Tu étais éloignée des pistes. Comment tu le vis à ce moment-là physiquement et encore mentalement? Parce que c'est vrai qu'il faut se préparer, on voit les classements, on voit les autres qui tirent. J'avoue que, en fait, c'était ma 3e expérience d'épaule. Je savais qu'un jour, il fallait que je finirais par me faire opérer. Bon, je repoussais au fur et à mesure, mais du coup, quand on m'a dit, ce qui était très dur, c'est que je me préparais depuis quelques mois pour le championnat du monde et c'est tout ce qui me motivait à l'entraînement parce que c'était vraiment juste après les Jeux de Tokyo. Mon entraîneur m'avait un peu empêché de faire une pause parce qu'il m'avait dit on n'a pas beaucoup le temps pour Paris. Et donc, j'étais pas loin du burn-out à ce moment-là. Et je me remotivais, entre guillemets, pour me dire je vais être championne du monde. C'est l'objectif qui me tenait, tu vois. Et quand je me blesse l'épaule et qu'on me dit ça va te faire opérer, je leur dis ouais, pas de problème, je me ferai opérer, mais après les mondes. Je reviens, je me remuscle un peu et c'est bancal, mais on l'attend. Et en fait, le chirurgien m'a clairement expliqué que mon épaule, ce qui tenait mon épaule, c'était plus ou moins du chewing-gum bien détendu. Donc, il n'y avait plus rien qui... Je faisais ça à tout moment, elle pouvait sortir. Donc, quand il dit ça, je vois bien que tout s'effondre. Donc, à ce moment-là, ce qui est très dur, c'est de se dire waouh, je me suis battue pendant plusieurs mois pour faire un truc et le truc, et c'est championnat du monde, je ne pourrais pas le faire. Donc, ça, c'est dur. Mais après, très vite, franchement, j'ai réussi à me dire écoute, ça va pas, vous avez besoin d'une pause. Bah voilà, on t'offre un cadeau. T'as pas le droit de faire du sport, t'as pas le droit de faire de l'escrime, repose-toi. Donc je l'ai vraiment très vite pris comme ça pour une fois que j'avais un peu digéré quand même l'annonce. Ça a été je suis allée au championnat du monde parce que j'avais envie d'encourager mon mari, d'être avec mon mari. En plus, il y avait kiné qui était sur place, donc j'avais rééducation, tout sur place. Mais j'avoue, voir les filles sur les pistes, difficile. J'ai même eu un coup dur à un moment donné quand je vois les filles être en finale des championnats du monde et je me dis ouais, je devrais être là en fait. Et je me cache un peu pour aller pleurer et Laura Flessel vient me voir et me dit non mais faut pas que tu montes tes larmes, c'est ça qui va faire ta force, c'est ça qui va faire que tu es championne olympique. Et ce qui est très cool, c'est que quand elle me remet ma décoration de la Légion d'honneur,
Tu te rappelles quand je t'ai dit la discussion qu'on a eue au Caire quand tu étais blessée? J'ai dit oui, merci Laura. Voilà. Et t'es très présente sur les réseaux sociaux, tu communiques beaucoup. En plus, ton couple avec Boladé est très médiatisé. C'est totalement spontané ou est-ce que tu accordes particulièrement une importance à la communication sportive, de bien communiquer sur ce que tu fais Bah, j'aime bien parce que tu vois, souvent les gens ils disent un peu: «Ah mais je pensais pas que tu t'entraînais autant». Mais les gars, c'est mon métier, donc vous imaginez bien que pour battre tout le monde, il faut beaucoup s'entraîner. J'aime bien montrer bah, ce qu'on fait parce qu'il y a pour plein de gens, c'est assez atypique. Ça me dérange pas de montrer ma vie. C'est assez spontané. Même des fois, j'oublie, je me dis, ah, faudrait que je poste. Des fois, je me dis, faudrait que je prenne ça. Des fois, je me dis, faudrait que je montre ça, cet entraînement. Et en fait, j'oublie de le filmer. Tu vois, depuis quelques années, là, le fait d'être parti à Orléans et d'avoir un peu les téléphones de côté, d'être vraiment concentré à l'entraînement ou de jamais avoir quelqu'un, de tout faire ensemble, on oublie un peu de montrer ce qu'on fait. Donc, j'ai un peu perdu la main. Mais non, j'aime bien montrer ce que je fais, montrer ce que je vis et de montrer que bah, ma vie est cool, que c'est dur, mais qu'elle est cool quand même. Et que je suis heureuse de vivre. Donc, j'ai eu un moment donné où je montrais un peu que mes côtés, ouais, j'en ai marre, c'est dur. Je me suis dit, bon, en vrai, faut le montrer, mais il faut aussi dire que tu es contente de faire ce que tu fais, quoi. Après, tu as le droit d'être Ouais. d'être sincère, hein. Encore quelques réactions rapides et après on vous libère. En escrime, les femmes sont à peu près autant suivies que les hommes. Enfin, après, j'ai peut-être un regard un peu biaisé. C'est pas le cas de tous les sports. En plus, nous, Laura Flessel a été ministre. Tout à fait. Est-ce que, sans polémique politique, mais est-ce que tu sens une différence dans la façon dont ta carrière est gérée ou pas du tout? Par rapport au le fait que je sois une fille ou un garçon? Ouais. Enfin, une fille tout court d'ailleurs. Non, oui, c'est vrai qu'à l'escrime, on a quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire que si on a un champion olympique, fille ou garçon, il va être médiatisé pareil. Ça, je trouve ça chouette. Après, heureusement, parce qu'on est déjà un sport pas très connu. Si en plus on commence à faire, si on commence à faire des choix sur qui on montre ou pas, ça sera un peu relou quand même. Franchement, même Laura, comme tu dis, Laura, ça a été notre ministre des Sports, mais avant elle, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de champions olympiques. Et en fait, finalement, c'est quand même été elle, la première à faire découvrir notre sport un peu au grand public. Donc, la question c'était? C'était, est-ce que tu sens que tu es un peu traité différemment enfin, je sais pas que ce soit sponsor, que ce soit Bah, journaliste. franchement, le fait qu'on parle beaucoup de féminisation, faut aider les femmes, tout ça, bah, j'ai quand même senti sur l'Olympiade le fait qu'on aide plus les femmes. Donc en fait, parce que en fait, je pense qu'on a tellement aidé les hommes que là, ils ont voulu remettre à 50-50. Mais en fait, pour remettre à 50-50, il fallait enlever beaucoup d'hommes et donc rajouter beaucoup de femmes. Et par exemple, dans certains sports, on a cherché limite que des femmes, quoi. Ouais. J'ai vu un coéquipier perdre un contrat parce qu'il n'avait pas eu de médaille olympique alors qu'il était champion du monde, champion d'Europe, qu'il avait plein de titres. On disait, bon, bah, t'as pas eu ta médaille, donc c'est ciao. Et on gardait une autre personne qui avait peut-être moins de résultats, mais ou presque pareil, ou qui avait des médailles par équipe et par individuel, tu vois. Et on disait, bah, t'es une femme, donc t'es l'avenir, tu vois. Donc moi, j'ai plus de contrats que mon mari, et que mon mari était aussi un champion, et on me disait, bah, t'es trop vieux, et t'es un homme. Donc, tu vois, je vois quand même la différence. Pour équilibrer, il a fallu que des hommes se fassent un peu nexter, quoi. Ouais. Et là, bon, évidemment, t'as 28 ans actuellement. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué cette question, mais la retraite, ça vient un peu plus jeune quand t'es sportif que dans un métier un peu plus classique, entre guillemets. Surtout en plus pour ton mari, qui lui, c'était ses derniers JO, j'imagine. Oui, c'est ça, il est C'est entraîneur ça? maintenant. Comment... Ah, ok, maître d'armes, du coup. Enfin, Oui, il est entraîneur, ouais, entraîneur c'est ça. national même. Les garçons. Du coup, toi, comment tu te vois là, encore 2 JO? Enfin, comment tu te projettes un peu C'est ça, au moins Ouais, un. Los Voilà. Angeles. Voilà, au moins Los Angeles. Après, si bah, je suis toujours dans le même tac maintenant, que j'ai toujours envie, bah, on continuera, il n'y a pas de problème. Mais ouais, faire au moins 4 Olympiades, c'est l'objectif. Et j'ai envie encore de gagner, donc je sens que je peux encore progresser. Donc voilà, je me dis, je vais pas m'arrêter maintenant, j'aime toujours l'escrime. Là, j'ai repris l'entraînement cette semaine, je m'amuse bien, donc c'est reparti. Bah, top. Et t'as d'autres projets après? Enfin, plus après, peut-être avec ton mari, vous voudrez, je sais pas, fonder une famille. Enfin, t'as d'autres projets Oui, après? bah, on a l'objectif de fonder une famille aussi pendant l'Olympiade et de revenir après. Il y a beaucoup de mamans championnes, donc Oui, pourquoi c'est pas moi. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'était vrai cette histoire de cette escrimeuse qui a tiré Ouais, elle était enceinte de 7 mois. Ok. Je ferais pas ça, hein, mais- Honnêtement, je pensais que c'était une fake news. Hein. J'ai pas Non, réussi c'était à. vrai, c'était vrai. Même son entraîneur n'était pas au courant. C'est en français, c'est pour ça que je le sais, mais Ok. Ah ouais. Et si elle l'avait dit, ça serait passé ou... 7 mois, c'est chaud quand je même. sais pas, si je pense, mais je Ouais. sais qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre elle dans son pays. Ok. Atteinte à assistance à personne en danger. Alors Ah qu'elle est ouais. médecin quand même, je pense qu'elle savait un peu ce qu'elle faisait. Après, l'escrime, c'est vrai qu'on peut tirer un peu plus. Ouais, non, Un mais peu quand même. plus, En fait, ouais, je quand pense même. que t'as peur de. Je pense qu'au bout d'un moment, les coups, tu les sens. Bah ouais. Et je pense que c'est la peur de tomber aussi.
Enfin, c'est ce que me disaient en tout cas les coéquipières qui, au bout d'un moment, elles commencent à avoir peur, tu vois. Bon, bah, elle, ça avait l'air d'aller, mais, mais voilà. En tout cas, c'est toujours super de te voir avec le sourire et puis on te souhaite une super continuation de encore ramener beaucoup de médailles d'or et de super projets et dans la vie pro autant que perso. Merci. Et merci à toi. Sport has the power to change the world.